Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce troisième rendez-vous de l'innovation. Je suis Armelle Klein, chef de projet innovation de terrain et évaluation à la CNSA. Merci au studio de Lucans de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Avant de présenter le webinaire du jour et les intervenants, je prends quelques minutes pour vous annoncer que les lauréats 2025 de l'appel à projet expérimenté pour accompagner l'évolution de l'offre médico-sociale et l'adaptation des réponses aux besoins des personnes, ainsi que l'appel à manifestation d'intérêt renforcer les leviers de participation, sont désormais connus et publiés sur le site de la CNSA. L'ensemble des liens hypertextes vous seront transmis en parallèle et je remercie ma collègue Pearl Moret qui s'occupe de la gestion du fil de discussion aujourd'hui. Alors la prochaine édition de l'appel à projet expérimenté sera ouverte en tout début d'année 2026 et l'ensemble des informations seront également accessibles sur le site internet de la CNSA. Je prends également quelques minutes pour vous présenter les précédents webinaires et le programme 2025 de valorisation des initiatives soutenues par la CNSA. Alors, 2 webinaires grand format ont déjà eu lieu. En 2022, le webinaire Innover par le design dans le grand âge et le handicap, qui avait permis de présenter 16 expérimentation basée sur la méthode de design social. Et en 2024, le webinaire expérimenté au service de la participation des personnes concernées dans le champ de l'autonomie, qui avait permis de présenter 18 expérimentations inspirantes. Donc vous pouvez voir et revoir ces webinaires sur la chaîne YouTube du service public de l'autonomie. Et donc les liens hypertextes de ces événements, vous vous êtes insérés dans le fil de discussion. Pour ce qui est du programme 2025, donc le programme à venir, vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date du 2 octobre, date à laquelle se tiendront les 8e rencontres recherche et innovation de la CNSA. Cet événement sur une journée vise à valoriser des recherches, mais aussi des actions innovantes soutenues par la Caisse. Et cette année, les rencontres seront consacrées à la transformation de l'offre. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir 3 intervenants et intervenantes. Donc Estelle Aragona, vous êtes docteur en sciences politiques et ingénieure de recherche à l'IFROS, à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et vous avez été lauréate du prix de la Fondation Aquinoa en 2024 pour récompenser votre travail de thèse. Nous accueillons aussi Guillaume Jaubert. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion, également à l'IFROS, à l'université Jean Moulin Lyon 3. Aujourd'hui, vous êtes venus tous les deux nous parler des résultats de la recherche-action TACT, acronyme de traitement des alertes de maltraitance en coopération sur les territoires, porté par l'association Prisme, par l'université Jean Moulin Lyon 3 via l'IFROS et par le laboratoire de recherche en santé mentale, sciences humaines et sociales du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Donc avec les contributions, parce que c'est toute une équipe qui a travaillé avec vous, donc avec les contributions de Dominique Terrasson, Philippe Guillaumeau, Marion Giré, donc Emmanuel Jouet, Alice Montois, Léna Renouf, Guillaume Rousset et Julie Michaud également qui a assuré la maîtrise d'ouvrage. Et donc vous-même évidemment. Ce projet a été soutenu par la CNSA dans le cadre de son appel à projet expérimenté. Alors la recherche-action TACT, elle ambitionnait d'une part d'identifier des leviers et des schémas vertueux de coopération locale afin d'améliorer le circuit de traitement des alertes de maltraitance sur les territoires et d'autre part de produire des préconisations opérationnelles permettant de développer des pratiques de prévention et de traitement de la maltraitance plus efficaces et pérennes. Donc vous allez nous présenter les résultats de cette recherche-action ainsi que l'outil que vous avez créé, 9 fiches pratiques d'aide à la coopération sur les territoires. Je précise tout de suite que le rapport de recherche TACT ainsi que l'outil qui va vous être présenté juste après, les deux documents sont consultables et téléchargeables depuis le site de l'IFROS et celui de la CNSA.
Et votre présentation sera précédée d'une introduction et suivie d'un échange avec Alice Casagrande. Vous êtes ancienne conseillère en charge de la maltraitance auprès du ministre des Solidarités, ancienne présidente de la Commission nationale pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la maltraitance. Vous êtes donc une experte sur la question des maltraitances et nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et de bénéficier de vos éclairages. Alors, le webinaire se terminera par un moment de questions-réponses avec vous, les participants. Et pour cela, je vous invite à laisser vos questions dans le fil de discussion tout au long des interventions. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet questions-réponses au centre de votre écran, puis de noter votre question. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Alice Casagrande pour son éclairage donc, sur les politiques publiques de lutte contre les maltraitances. C'est à vous. Merci beaucoup, Armelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de ces retrouvailles. Je pense que ce sont pour moi des retrouvailles parce que c'est un champ qui m'a passionnée depuis longtemps dans ma carrière et j'ai eu l'occasion la chance de croiser énormément de personnes au cours de cette carrière et sur ce sujet des maltraitances, des personnes en agence régionale de santé, en conseils départementaux, des chercheurs, des associations, des personnes concernées et donc peut-être certaines sont ici et je suis ravie de les retrouver. Il m'appartient de donner quelques mots autour du contexte d'émergence du projet TACT. Peut-être ce que j'ai envie de vous dire pour commencer de manière un petit peu décalée, pas trop technique, c'est de vous dire le hashtag MeToo de l'autonomie n'a pas eu lieu. Ça n'est pas un MeToo qui, comme d'autres champs, ont structuré, ont lancé la politique publique de lutte contre les maltraitances pour laquelle cette contribution de la recherche vient apporter, je pense, un éclairage fondamental. La maltraitance, vieux sujet, mais la politique publique de lutte contre les maltraitances dans le champ de l'autonomie est un sujet assez récent. Et dans ce cadre, je vais essayer de vous situer pourquoi cette recherche est arrivée et ce que nous en espérions. J'utilise des mots à dessein un petit peu affectif parce qu'il s'agit de personnes. S'il n'y avait pas eu d'engagement, cette recherche n'aurait pas eu lieu et je pense que vous le ressentirez tout au long de ma présentation et de celle ensuite de Guillaume et d'Estelle. La recherche Action TACT était une action qui a été lancée dans le cadre d'une commission, la commission nationale qui a déjà été citée, créée après la loi d'adaptation au vieillissement de 2016. Petite commission, je dirais, pas très connue, qui n'a pas grand financement, qui n'a bien sûr pas beaucoup de moyens et qui, au bout d'un an de travail sous la présidence de Denis Piveteau, rend un premier rapport, une note d'orientation remise au ministre en 2019. Note d'orientation, bien sûr disponible en ligne, où on trouve quelques premières pistes. Et parmi les premières pistes figure bien entendu la question de la coopération territoriale pour répondre aux alertes de maltraitance. Donc nous sommes en 2019. Après la remise de ce rapport, se pose la question, faut-il s'arrêter? La commission a remis son rapport, a-t-elle vocation à continuer? Ou bien faut-il poursuivre? Parce que oui, l'État répondra, mais on pourrait peut-être continuer de cette commission à aider la puissance publique. C'est le choix que fera Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale, pour suivre cette commission qui aura alors une feuille de route avec 3 objectifs. Premier objectif, créer un vocabulaire partagé de référence sur les maltraitances. Vocabulaire partagé qui est le préalable, la recherche le montre, à une politique publique. Si vous êtes sans cesse en train de redébattre sur votre objet, vous ne pouvez pas construire une politique publique. Donc, premier axe de notre feuille de route. Deuxième axe, revoilà la coordination territoriale des acteurs publics et pas que publics pour lutter contre les maltraitances. Troisième axe, hélas, la Commission n'en aura jamais le temps, c'est celui du soutien aux initiatives locales pour lutter contre les maltraitances. Fort de cette feuille de route, alors que j'étais présidente de la commission, nous lançons la grande aventure de la conférence de consensus pour définir le mot de maltraitance. Cette conférence de consensus va durer plus d'1 an. Elle sera une démarche participative ambitieuse, appuyée sur une méthodologie de la Haute Autorité de Santé. Elle impliquera un comité de pilotage, un groupe de cotation, un débat public. Elle aura l'occasion de croiser la route de personnes concernées, de chercheurs, d'étudiants, bien entendu d'agents publics issus des départements et des agences régionales de santé, mais également de soignants ou de professionnels éducatifs.
Un an plus tard, que s'est-il passé? Ça avait mal commencé, il faut le dire. Les premières étapes de cotation montraient des participants très perplexes de ce que le comité de pilotage proposait. Et puis nous avons débattu, nous avons organisé des webinaires, nous avons poursuivi les débats avec, je vous l'ai dit, des parties prenantes très variées. Je pense aux étudiants, aux chercheurs, mais aussi par exemple aux syndicats salariés qui ont participé parce que, disait-il, la maltraitance des salariés, ça existe aussi. Et donc toutes ces sensibilités se sont croisées. Une troisième cotation a eu lieu et cette fois, un vocabulaire partagé a été adopté. L'adoption du vocabulaire, c'était une immense surprise, une grande joie. C'était aussi la première fois qu'un mot était aussi bien utilisé, et quel mot, pour les enfants que pour les adultes en situation de vulnérabilité, venant par là contredire les définitions valables au plan international qui sont, vous le savez, sectorielles. On différencie les hommes, les femmes, on différencie les enfants, les personnes âgées, etc., etc. Cette définition entrera au Code de l'action et des familles grâce à l'initiative d'une parlementaire, membre de la commission, Annie Vidal. La loi donc de protection de l'enfance d'Adrien Taquet inscrira une définition de la maltraitance en 2022 dans la loi. Et puis, petit à petit, nous continuerons de progresser et de nous battre. Des états généraux des maltraitances auront lieu en 2023 et en 2024, la loi Bien vieillir viendra inscrire le principe d'une cellule territoriale et d'un système d'information partagé entre les agences régionales de santé et les départements. Et pendant ce temps, pourriez-vous dire, avez-vous oublié la commission? J'ai été un petit peu vite pour vous donner l'ensemble du déroulé que ce mot de maltraitance dans le Code de l'action sociale et des familles avait permis, mais la commission ambitionnait de traiter des partenariats territoriaux. Elle ambitionnait, mais je vous l'ai dit, elle n'avait pas de moyens, elle n'avait pas d'expertise, elle n'avait pas de notoriété. Ce qu'elle avait, c'était des idées. Il y avait des bandes de copains qui étaient bien décidés à faire aboutir cette politique publique. Cette bande de copains a créé une association qui s'appelle l'association Prisme. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Elle s'est montée. Pourquoi s'est-elle montée? Parce que la commission ne pouvait pas d'elle-même financer une recherche. Elle n'avait pas de structure juridique pour le faire. L'association Prisme a réuni un comité de pilotage. C'était des chercheurs de tous bords et ce comité de pilotage a élaboré un projet. Et puis, miracle, nous n'étions pas du tout sourds de nous et la CNSA a accepté de financer cette recherche. La recherche action TACT était alors née et je passe la parole à Guillaume et Estelle. Merci beaucoup Alice pour ces éléments qui sont très structurants et qui nous permettent pleinement d'identifier le contexte et les enjeux qui ont conduit l'émergence du projet TACT. Donc on vous laisse la parole maintenant pour nous présenter ces résultats. Merci beaucoup. Et effectivement, plusieurs constats, et notamment le constat d'un manque de coordination sur les territoires entre les parties prenantes, et le constat de devoir repérer les initiatives locales qui existaient. Très vite, l'équipe de recherche s'est dit qu'une recherche standard n'était pas adaptée, c'est-à-dire le fait de recueillir, de restituer les opinions et les pratiques sur le thème, et a décidé de mettre en place ce qu'on appelle une recherche-action, c'est-à-dire une démarche qui est participative, où on a convoqué un certain nombre de parties prenantes, qui vise à comprendre une problématique. La problématique, c'était la coopération dans le traitement des signalements de maltraitance sur les adultes vulnérables et qui vise aussi à transformer avec les acteurs concernés et participants, là en l'occurrence, cette politique publique. Donc l'idée, c'est bien de travailler avec les acteurs et pas uniquement sur les acteurs, en valorisant de l'intelligence collective, des savoirs expérientiels, et puis en visant à des changements concrets. Avec quelques difficultés. Une première difficulté qui est adapter cette démarche de recherche-action à une échelle, si je puis dire, un peu nationale, alors que les recherches-actions, elles sont plutôt productrices de connaissances locales. Et puis une deuxième difficulté, entre guillemets, c'est que la politique publique a continué à se construire du moment où on faisait la recherche avec deux textes. Un texte qu'a évoqué Alice de 2022, qui est la définition officielle de la maltraitance, et puis un texte de 2024 qui met en place des cellules de recueil et de traitement des signalements. Donc les parties prenantes au niveau local, ça a été des membres des conseils départementaux, des agences régionales de santé, de la police et de la gendarmerie et de la justice, des associations d'écoute et d'aide aux victimes, notamment les associations ALMA,
et des professionnels de la santé. Et ça a été un périmètre, hein, c'est un périmètre qui s'orientait sur effectivement les personnes adultes en situation de vulnérabilité, principalement les personnes âgées dépendantes et les adultes en situation de handicap, mais aussi toutes les personnes qui sont susceptibles d'être vulnérables. Sachant que là aussi, les publics ne sont pas hermétiques entre eux, hein. On peut être une personne handicapée vieillissante, on peut être une personne victime de violences conjugales et avoir un handicap, ou être une personne âgée. Et puis, très vite, dans les discussions qu'on a eues avec ces parties prenantes, on s'est rendu compte qu'il y avait un iceberg qui était les violences intrafamiliales à domicile, qui était en fait une partie des violences, en tout cas des maltraitances, qui était le moins traitée et le moins visible. Donc, c'est quelque chose qu'on a choisi de prendre en compte assez rapidement. Quelques constats de départ, hein, qu'on a fait, en tout cas qu'on a construit avec les acteurs de terrain, c'est que se développe finalement depuis quelques années une culture du signalement. On demande aux gens de signaler, mais le traitement du signalement, lui, est perçu comme une boîte noire. Et pour plusieurs raisons, hein. Premièrement, le signalement n'était pas vraiment défini dans les textes. Deuxièmement, il y avait des textes qui portaient sur la question de la maltraitance, mais qui n'étaient pas appliqués. Et puis, on observait peu d'incitation à déployer des politiques nationales et des politiques locales sur cette question de la maltraitance sur les adultes vulnérables. Deuxième élément, c'est on constate une euphémisation du phénomène de maltraitance, hein. Et effectivement, quand la maltraitance, elle ne relève pas d'une responsabilité individuelle, hein, on a vite fait de conclure que la maltraitance subie est la conséquence de la vulnérabilité des personnes. Et donc, on ne questionne ni le défaut de signalement aux autorités, ni le défaut de traitement de signalement par les autorités. Enfin, la maltraitance, elle est de fait un phénomène qui est très divers. En effet, elle peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Elle peut prendre la forme de violences physiques, symboliques, financières ou de négligence. Elle peut être de l'ordre de juridictions qui sont civiles, pénales, professionnelles, ou de l'ordre de l'éthique ou de la déontologie. Elles peuvent avoir lieu en établissement sanitaire, social et médico-social ou à domicile. Et elles peuvent impliquer des proches, qui peuvent être des voisins, qui peuvent être la famille, qui peuvent être des professionnels. Et donc, dans ces éléments de constat du départ, assez souvent, le traitement du signalement était peu lisible. Alors, peu lisible par les autorités publiques elles-mêmes, peu lisible par les professionnels, peu lisible par les associations et très peu lisible par le grand public. On ne sait pas trop, ou on ne savait pas trop qui, comment, où signaler et ce qu'il allait être fait de ce signalement. Pour complexifier ces éléments-là, c'est que plusieurs autorités peuvent être saisies de manière synchronique et diachronique d'un signalement. Et donc, souvent, ces autorités ont du mal à se coordonner entre elles quand on est un conseil départemental, une agence régionale de santé ou un procureur de la République, hein. Parfois, elles s'ignorent, parfois, elles ne se font pas confiance, et ça les conduit parfois à agir en contradiction, voire en concurrence entre elles, hein. Ou pire, à ne rien faire, faute de temps, faute de compétences, faute d'organisation ou faute de ressources disponibles. Donc, très tôt, ces constats partagés, on a dégagé finalement deux cercles vicieux. Premièrement, le fait que les personnes signalées n'étaient pas systématiquement informées des actions engagées par là ou les autorités. Et donc là, le signalement semblait perçu comme un acte administratif, sans effet, et donc inutile. Et le second était que les situations les plus complexes, hein, qui vont impliquer plusieurs autorités, qui vont impliquer des problèmes de loyauté pour les personnes victimes, ont le moins de chances d'aboutir, hein, parce qu'à la situation de maltraitance initiale va s'ajouter une maltraitance institutionnelle. Et cette maltraitance institutionnelle, assez souvent, elle va avoir des conséquences délétères, notamment sur la santé mentale des professionnels, qui se sentent impuissants à pouvoir résoudre les problèmes des gens. Quelques éléments de méthodo. Ce qu'on a fait dans la recherche TACT, c'est 3 phases. Une première phase de focus group, où on a discuté avec l'ensemble de ces acteurs
de situations concrètes et réelles de maltraitance, généralement de situations assez graves, pour essayer d'en comprendre à la fois les freins et les facilitateurs pour pouvoir lever ces freins. Ensuite, une enquête par entretien où on allait voir 8 territoires pour essayer de comprendre comment s'organisait la coopération quand elle s'organisait et quels étaient les obstacles à cette coopération. Et ensuite, ça c'est l'applicatif, on a co-construit avec ces acteurs un document qui sont 9 fiches d'aide à la coopération sur les territoires. Hop, quelques principaux résultats sur notamment les freins à la coopération. Premièrement, on a une complexité des situations qui entravent la qualification notamment des faits et qui entravent parfois l'intervention. Avec des points de vue différents suivant son mandat, sa position professionnelle sur que faire, comment faire et à quel moment agir. On a une opacité des pratiques et un manque d'interconnaissance et d'outils partagés entre les acteurs. En fait, effectivement, le travail en réseau et la clinique de la maltraitance, elle suppose le partage d'informations et elle demande de se connaître, de se rencontrer. On a des logiques d'action qui sont assez en silo, avec souvent l'absence de protocoles qui sont harmonisés ou de conventions formalisées. Parfois, les conventions existent, mais elles ne sont pas connues ou appliquées. Et puis, je l'ai évoqué, il y a un impact émotionnel à travailler sur les maltraitances, qui là aussi peut entraîner ce qu'on appelle du stress vicariant sur les professionnels. Enfin, pour finir cette brève présentation, ce qu'on a remarqué sur le terrain, c'est beaucoup d'initiatives locales, mais pas de modèle qui serait facilement transposable à la diversité de ce qui se passe sur chacun des territoires. Donc, on s'est dit que ça serait un peu bête de produire un modèle qui ne serait pas transposable et appliqué. Ce qui nous a paru important, c'était de pouvoir construire à travers les différentes fiches d'aide à la coopération des outils plutôt d'autodiagnostic et de valorisation de ce qui est déjà fait sur les territoires et de ce qu'il est possible de faire avec l'impulsion politique, avec les ressources disponibles du territoire. Donc, on a identifié un certain nombre de leviers pour une coopération efficace, le fait de renforcer l'interconnaissance et la confiance, le fait de promouvoir une culture commune, le fait de valoriser l'engagement des professionnels et des autorités, et le fait de développer une dynamique réticulaire pour soutenir les initiatives locales. Donc je vais passer la parole à Estelle Aragona, qui va nous présenter du coup les 9 fiches d'aide à la coopération qui doivent permettre, si je puis dire, de lever, d'actionner ces leviers. Oui, merci Guillaume. Donc en effet, cet outil d'application, c'est ces 9 fiches repères d'aide à la coopération pour le traitement des signalements. Donc le résultat d'un travail de co-construction, vous l'aurez compris, entre les acteurs de terrain et les chercheurs. Les acteurs de terrain nous ont vraiment fait cette demande de créer un outil pratico-pratique pour appuyer la mise en œuvre de la politique publique en fonction des ressources en présence. Donc un outil d'autodiagnostic à travers des questions et des exercices, un outil de mise en action, que ce soit à titre individuel ou collectif, et quel que soit en fait, le niveau de maturité des acteurs autour de la table. Alors, qui peut s'en saisir? En fait, n'importe quel acteur qui est confronté de manière récurrente au signalement, comme support d'autodiagnostic encore une fois, mais aussi surtout comme moyen de mobiliser d'autres acteurs dans le travail coopératif sur le sujet de chacune des 9 fiches. Et là, là où on attend les autorités publiques, c'est de s'en saisir pour faire le point de leur action et puis pour monter, créer collégialement des méthodes de travail opérationnelles avec l'ensemble des parties prenantes du territoire. Donc, ces fiches ne sont pas pensées comme un outil normatif. Elles peuvent être utilisées dans leur ensemble ou en partie seulement, dans l'ordre souhaité, et leur utilisation peut aussi s'étaler dans le temps. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un outil obligatoire, mais il a été pensé pour appuyer le déploiement de ces cellules de recueil et de traitement des signalements de maltraitance envers les adultes en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap. Donc c'est un nouveau dispositif qui suppose de la coopération sur chaque territoire et, comme l'a bien souligné Guillaume, coopération qui ne va pas de soi. Donc cette loi bien vieillir crée ces dispositifs qui sont censés répondre aux problèmes de coordination des signalements, puisqu'elles ont cette mission de centraliser le recueil des signalements à partir d'un formulaire unique, aussi d'un numéro national unique, et grâce à un circuit de traitement au niveau régional.
Donc ce circuit consiste à désigner l'autorité compétente pour chaque situation signalée. Chaque autorité compétente doit donc définir un plan d'action et est garante de la mise en œuvre de ce plan d'action. Mais ce que ne dit pas la loi, c'est comment doivent s'organiser les parties prenantes qui se situent au niveau de proximité des situations pour agir au plus près auprès des personnes concernées par les situations de maltraitance. C'est-à-dire comment créer un réseau de partenaires pour créer les conditions favorables de coopération, à la fois pour faire vivre la politique publique et pour faire cesser chacune des situations de maltraitance. Donc en cela, la création de ces cellules, c'est une véritable avancée, puisqu'il y a en termes de continuité d'information sur les situations, et aussi en termes de désignation des responsabilités des autorités publiques. Mais par contre, l'effectivité de ces cellules, elle reposera sur la réflexion multipartenariale sur chacun des territoires. Et encore une fois, à la fois pour animer la politique publique et pour garantir les actions sur les situations. Donc c'est pour ça que, suite à la recherche-action TACT, au résultat, on propose de créer ce qu'on appelle les commissions TACT, pour reprendre le titre de la recherche-action, donc commissions dans chaque département. En fait, c'est pour mettre les parties prenantes autour de la table, pour qu'elles élaborent leur propre organisation en fonction des personnes en présence, de leurs ressources, de leurs contraintes, etc. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux dispositifs qui viendraient de se superposer à d'autres, mais bien de valoriser, de transformer l'existant en commission TACT. Alors, vue d'ensemble d'une FICH, donc déjà dire que ce contexte et enjeux là, sur la création de ce nouveau dispositif sont rappelés en première partie introductive de l'outil. Ensuite, il y a les 9 fiches. Donc voilà la vue d'ensemble d'une fiche. Chacune des 9 fiches est organisée sur le même modèle en 5 rubriques. Il y a d'abord les constats de terrain sur la première page, principaux résultats de la recherche-action sur chaque thème, très synthétique. Ça permet de poser les enjeux de chaque thème. Ensuite, en page suivante, il y a les 3 rubriques qui proposent une progression depuis en fait, l'autodiagnostic jusqu'à la réalisation d'outils communs qui formalisent la coopération. Donc c'est un triptyque. La première rubrique, je fais le point, elle invite à ce que chacun analyse son propre fonctionnement institutionnel et partenarial, ses besoins en termes d'espace de coopération dans la lutte contre la maltraitance, et puis qu'elle analyse ses propres conditions de participation à l'organisation territoriale. C'est une réflexion qui peut être faite à l'échelle individuelle ou en collectif au sein d'une équipe, par exemple. La deuxième rubrique de ce triptyque, c'est « Partageons nos points de vue ». Ça suggère d'organiser un temps d'échange pour discuter des pratiques et des perceptions des acteurs autour de la thématique, et c'est souvent à partir des réponses qui auront été formulées dans « Je fais le point ». Ça invite en fait à croiser les regards, à identifier les forces du collectif, les objectifs et bien sûr les points d'amélioration pour mieux coopérer. Et ensuite, la troisième rubrique du triptyque, c'est « Passons à l'action ». Ça propose un fil conducteur pour définir collégialement les objectifs, les modalités de coopération. Par exemple, la création de chartes, de modélisation des circuits de traitement ou encore des engagements en matière de partage d'informations. Page suivante, la 5e et dernière rubrique de chaque fiche, c'est la boîte à outils. Alors, différents types de ressources y sont présentés pour se former, pour approfondir la thématique, et pour s'inspirer des expériences rencontrées sur les terrains pendant la recherche-action. Ce sont des références à la littérature scientifique, des ressources de formation ou encore des exercices pratiques. On va maintenant se pencher sur le plan des fiches pour mieux présenter les thématiques. Donc 9 fiches qui sont organisées en 2 grands blocs sont des thématiques qui ont été choisies pour d'une part guider l'installation et le maintien des commissions TACT, en définissant les contours de la commission, les outils de conventionnement entre les parties prenantes engagées, mais aussi en s'accordant sur les postures, notamment en termes de respect du cadre déontologique du travail sur les situations individuelles. Et puis les 5 autres thématiques sont des repères pour l'animation du réseau de proximité autour des situations. Donc il est question de coordonner un ensemble de parties prenantes du circuit de signalement, c'est-à-dire faire connaître les étapes de signalement et de traitement des signalements au plus grand nombre sur chaque territoire. Ça suppose d'identifier le réseau existant, de l'étendre, autrement dit de le formaliser, ce réseau d'acteurs de terrain qui sont en capacité d'agir au plus proche des situations. Et favoriser la coopération, c'est aussi ouvrir le débat sur la diversité des repères qui servent à l'évaluation des situations et sur les blocages liés au partage d'informations sur les situations entre différents types de professionnels et bénévoles qui accompagnent les situations.
Et puis enfin, Guillaume l'a déjà évoqué, une thématique largement plébiscitée par les acteurs rencontrés sur les terrains, c'est l'importance de la prise en compte des émotions auxquelles sont exposés les acteurs de terrain qui accompagnent les situations de maltraitance. Ces émotions fortes, à valence négative, ont des effets sur la santé psychique. On évoquait tout à l'heure le traumatisme vicariant. Et ces émotions peuvent faire obstacle à la recherche et à la mise en œuvre des solutions pour les situations de maltraitance. Alors, je vous propose de vous pencher sur une des fiches, c'est la numéro 7, dont l'objectif est de s'accorder sur les repères d'évaluation et de traitement des situations de maltraitance afin d'agir de manière plus concertée et plus efficace. Ce qu'on a repéré, c'est que sur un même territoire, chaque partie prenante utilise ses propres repères. Ça induit un risque de sélection et de traitement différencié des situations. Donc la fiche invite à se questionner sur ses propres repères d'évaluation à partir de questions et puis à partir d'un exercice pratique sur des vignettes pour identifier des critères de passage à l'action face à des situations concrètes. Donc en fait, évaluer la gravité de la situation, l'urgence à agir ou encore sa propre capacité à agir. Donc là, vous le voyez, des questions et puis un ensemble de curseurs à poser. J'en reviens aux deux autres rubriques du triptyque. Donc. L'idée, c'est de faire le constat des écarts de pratique et de les discuter pour les faire fonctionner ensemble dans un cadre commun d'évaluation des situations de la maltraitance. Et pour concevoir ce cadre commun, la boîte à outils propose des outils inspirants. Donc, bien évidemment, les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, par exemple, mais aussi et surtout, la plus-value de la recherche Action TAC, c'est de proposer des grilles d'évaluation des situations qui ont été recueillies sur les territoires. Donc, comme pour toutes les fiches, on propose un fil rouge de réflexion et pour le passage à l'action, sans être prescriptif. Ce sera bien aux parties prenantes de chaque territoire de s'en saisir pour faire vivre la politique publique. J'en ai fini pour la présentation de l'outil. Merci beaucoup Estelle, merci beaucoup Guillaume. Alice, est-ce qu'on peut vous laisser réagir du coup à cette présentation et à l'outil aussi qui a émergé du coup de la recherche TAC. Et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, tout est possible. Merci beaucoup. Merci Estelle et merci Guillaume de cette présentation très synthétique et très claire. Je crois que cet outil, la première chose que j'ai envie d'en dire, c'est qu'il pose de manière évaluée et de manière structurée un certain nombre de constats qui jusqu'ici étaient peut-être pour certains d'entre vous très évident, mais qui n'était pas posé noir sur blanc. Le fait de le poser noir sur blanc, le fait de l'instituer d'une certaine façon comme objet de recherche permet de partager ces constats de manière, à mon avis, beaucoup plus apaisée. Vous n'avez pas besoin les uns et les autres de convaincre quiconque qu'il y a des émotions négatives qui sont ressenties par des personnes qui reçoivent les alertes de maltraitance. La recherche Action TAC le pose, le dit et le concrétise. Et cela est censé vous aider. De même, un certain nombre de difficultés dans le partage des vocabulaires, dans le partage des outils sont très bien explicitées. Et de cette façon, vous pouvez repartir ensemble d'une certaine façon avec une première marche qui a été posée. Cet outil de la recherche Action TAC, ces outils viennent en complémentarité d'autres outils et rapports très importants et précieux qui ont été produits ces dernières années. Je pense aux outils de la Haute Autorité de Santé pour évaluer les situations de maltraitance à domicile envers les adultes, pour aussi répondre aux situations de maltraitance au titre de la qualité de l'approche et de l'accompagnement dans les établissements. Je pense aussi au rapport du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil national de l'information statistique ensuite sur le fait que la puissance publique doit progresser dans la production instituée des données relatives aux maltraitances, toutes problématiques qui sont bien entendu aussi au cœur des éléments que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, une petite mise en perspective que j'ai envie de partager avec vous tous. Nous avons donc des rapports et des outils qui sont disponibles. Nous avons institué par la loi de 2024, qui a été largement évoquée, un système d'information partagé entre les agences régionales de santé et les départements. Nous avons donc pléthore d'outils. Quid de la volonté politique? Nous savons que certains présidents de départements, certains directeurs généraux d'agences régionales de santé, certains politiques au plan national sont très investis sur cette question. Nous savons aussi que pour d'autres, c'est plus loin, c'est plus difficile, c'est moins prioritaire. Or, il y a, on l'a dit, on le redit, une immense attente sociale derrière ces outils et nous savons
que les acteurs publics de toutes les institutions engagées sont très soucieux d'y répondre, ne savent pas toujours comment. C'est donc, je pense, un vrai cadeau que fait la CNSA et que font les chercheurs pour tous ceux qui souhaitent s'engager très concrètement dans des réponses plus efficientes et plus coopératives. Parler un peu d'avenir, je voudrais dire 2 mots de la Commission nationale pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance qui a été à l'origine de cette recherche. Elle est en passe, cette commission, d'être réinstallée. Elle est désormais rattachée à la Conférence nationale de santé. Un décret est en cours de signature qui permettra, au début du mois de septembre, à toute personne qui le souhaite de candidater pour se porter garant de la politique publique dans cette commission pour assurer le suivi qui est donné à toutes ces lois, à tous ces outils, à toutes ces informations transmises. La dernière question que j'ai envie de partager avec vous tous, c'est une question de démocratie. C'est encore une question de participation, mais peut-être à une autre échelle. La loi de 2024 prévoit que les alertes de maltraitance feront l'objet d'un suivi, bien sûr, par les autorités publiques, elles le font déjà, mais aussi d'un partage avec les commissions régionales de la santé et de l'autonomie dans les agences régionales de santé. Nous avons très à cœur, tous ceux qui ont été investis dans ce projet, que ces temps de démocratie participative autour des données recueillies par les ARS, par les départements, par les parquets et d'autres, soient partagés. Nous avons le souhait que ce ne soit pas seulement un rendez-vous d'ARS avec sa CRSA, pardon pour les jargons, un rendez-vous au sein d'une agence régionale de santé avec les parties prenantes de la Commission régionale de la santé et de l'autonomie. Nous souhaitons que la perche de la démocratie soit véritablement saisie, que donc il y ait dans ces occasions de bilan annuel présents, bien entendu, les départements, bien entendu les forces de l'ordre, bien entendu les parquets, bien entendu les associations d'aide et d'écoute aux personnes victimes, qu'elles soient dédiées au champ de l'autonomie ou qu'elles ne le soient pas. Par conséquent, nous espérons que tous ces outils participent au fond à une ambition partagée, c'est de pouvoir se parler des maltraitances et pouvoir répondre ensemble, citoyens, autorités publiques, chercheurs. Merci. Merci beaucoup Alice. Merci encore Estelle et Guillaume. Nous allons maintenant passer à notre séquence de questions-réponses et de vous laisser à vous, participants et participantes, la possibilité de nous poser des questions aux intervenants et intervenantes. Alors une première question peut-être à vous Alice sur justement la loi Bien vieillir, comme c'est vous qui nous avez fait ce panorama historique, sur en fait une question sur l'origine de la proposition, l'origine parlementaire de la proposition de loi. Et donc la question est la suivante: n'aurait-il pas été préférable que cela relève d'un projet de loi ce qui aurait permis un débat de société en amont de la construction de la loi? Merci beaucoup pour cette question. Il revient à Annie Vidal, très principalement, d'avoir porté cette proposition parlementaire de loi sur le bien vieillir qui installe ces dispositifs dont on a largement parlé. Effectivement, très longtemps et encore aujourd'hui, les concitoyens, les parties prenantes de ce secteur reprochent au gouvernement de n'avoir pas tenu sa parole sur la grande loi Bien vieillir qui aurait pu être accompagnée d'un débat citoyen de beaucoup plus grande ampleur et avec évidemment des dispositions qui auraient pu être beaucoup plus élargies et qui auraient pu prévoir notamment des finances beaucoup plus importantes. Au titre d'une proposition parlementaire de loi, vous le savez, le texte est forcément plus réduit, son ambition aussi, et sa possibilité d'instituer des dépenses n'est évidemment pas du tout semblable à celle du gouvernement. Aurait-il été préférable ? À vrai dire, nous étions, nous, témoins de ce que notre sujet, la maltraitance, ne pouvait pas attendre, de ce que, encore et encore, cette loi attendue était reportée. Nous ne pouvions plus attendre et nous avons vraiment eu la chance qu'une parlementaire ait porté ce sujet. Peut-être la grande loi que nous attendons et bien entendu, j'espère que nous aurons, sera-t-elle une nouvelle étape? En attendant, nous étions impatients. Nous avons saisi cette proposition parlementaire. Merci Alice. Une question méthodologique pour vous, Estelle et Guillaume, sur d'une part la période à laquelle a eu lieu la période de terrain de la recherche-action TACT, et puis quelques éléments sur les terrains de recherche également, notamment sur les monographies que vous avez réalisées.
Alors, la période, ça a été une période d'enquête qui s'est étalée de 2021 à 2024, avec une première année où on a animé 3 ateliers, un atelier par mois. Chaque atelier durait environ 3 heures et rassemblait des acteurs, des mêmes catégories d'acteurs, mais des acteurs différents. Et un acteur venait présenter une situation dont qui souvent l'avait mis en difficulté, et elle était ensuite, suivant une méthodologie, racontée à l'ensemble du groupe, et ensuite chaque partie prenante réagissait sur cette question des freins et des facilitateurs. Ensuite, on a fait finalement un appel à candidature auprès de notre réseau, donc ça représentait à peu près une 40aine de personnes, pour qu'ils nous présentent des éléments symptomatiques des territoires dans lesquels ils vivaient, et qui nous présentent des choses à aller regarder dans la coordination, mais aussi qui fassent l'intermédiaire pour nous présenter des institutions. Parce que assez vite, on s'est rendu compte que c'était compliqué à la fois pour le public, le grand public, mais aussi pour des chercheurs, de repérer qui, dans une institution, était chargé des signalements de maltraitance. Et donc, ces acteurs nous ont aidés fortement pour être ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire pour nous aider à avoir des rendez-vous. Je vais peut-être laisser la parole à Estelle sur les monographies. Oui, sur les types, donc 8 territoires diversifiés, alors de par leur localisation dans le pays, mais aussi par rapport à leurs caractéristiques, des départements ruraux, d'autres très urbanisés, très peuplés ou moins peuplés. Donc ça n'a pas permis une représentativité complète à l'échelle de la recherche, mais une diversité. C'est bien ça qui était le plus important. Et donc les monographies ont été rédigées. La monographie, c'est le produit fini. Et ça a été l'aboutissement d'enquêtes par entretien, essentiellement. Donc des entretiens plutôt longs auprès de chargés de mission en agence régionale de santé, de responsables de la thématique de la maltraitance en conseils départementaux, aussi de professionnels ou bénévoles d'associations d'écoute, d'aide aux victimes, ou encore de procureurs ou substituts du procureur sur ces sujets-là. Donc, avoir un ensemble de points de vue, d'expertise sur le sujet et mieux comprendre comment se fabrique, s'entretient la coopération au niveau territorial. Donc, c'est comprendre quelles sont les interconnexions, les interrelations, comment les relations se maintiennent ou se perdent dans le temps, et puis aussi regarder ensemble de documents, de choses plus formelles comme les conventions qui peuvent exister entre institutions, et puis tous les outils d'évaluation des situations, les fiches de recueil des signalements pour identifier en fait les circulations d'informations. Et ça a donc donné lieu à 8 monographies qui seront un petit peu longues à lire, mais en tout cas qui sont une mine d'informations pour mieux comprendre les fonctionnements propres à ces 8 territoires. Nous avons 2 questions sur la question de la diffusion à la fois donc des cellules TACT, mais aussi plus largement à l'échelle nationale. Donc une première question sur... la question est la suivante. Les professionnels libéraux sont parfois démunis et méconnaissent les dispositifs. Et qui peut, donc, dans ce que vous avez observé, les sensibiliser à la lutte contre les maltraitances, et notamment à domicile ? Oui, qui peut les sensibiliser. Alors, je pense au Conseil de l'ordre, lorsque les ordres existent. Aussi aux dispositifs d'appui à la coordination sur les territoires qui font des actions de sensibilisation sur ces thématiques-là. Les conseils départementaux aussi qui peuvent organiser des journées à destination. Alors, on a plutôt entendu sur les aides à domicile pour les sensibiliser à ce qu'elles peuvent repérer au domicile et faire remonter les informations. Voilà, il me semble, est-ce que j'oublie d'autres... Je pense qu'il faudrait citer les CPTS, les communautés professionnelles sur le territoire de santé, qui sont à l'initiative d'un certain nombre de parcours de formation sur des thématiques et qui peuvent tout à fait être ressources. Faut-il encore que les CPTS soient intéressés par ce sujet et soient financés, bien entendu, pour cela. Et effectivement, c'est aussi
un des buts des fiches TACT, que les gens se rendent compte pour faire remonter des thématiques comme ça et se dire, tiens, sur le territoire, qui on repère comme les personnes compétentes, disponibles, quelles ressources on a ou on peut mettre pour pouvoir former et à quelle échelle et par quels moyens. Là aussi, de ce qu'on a observé sur les territoires, c'est qu'on a affaire à beaucoup de bricolage pour tout un certain nombre de raisons. Tous les territoires nous ont fait preuve en fait, de dynamique et d'initiatives extrêmement fortes. Il me semble qu'il faut arriver à pouvoir mettre les gens autour de la table pour pouvoir repérer à la fois les compétences et décider d'une manière de faire commune ou d'une manière de déployer en commun. Sur le pilotage aussi de la commission TACT, un certain nombre de questions, donc notamment quel acteur serait en position de les piloter. Il est écrit que par cette personne qu'on se heurte à la multiplicité des autorités selon les périmètres de compétences. Hein. Et donc, quelles seraient les préconisations sur cette question du pilotage? Alors, une des préconisations, c'est qu'il faut que cette commission TACT intègre de fait les autorités qui sont reconnues par la loi dans les cellules bien vieillir, c'est-à-dire les services de l'État, les agences régionales de santé et les conseils départementaux, qui chacun ont des missions et des mandats qui sont différents, mais aussi des moyens qui sont différents. En plus de ça, on ne peut pas s'arrêter à ces autorités-là, puisque, en fait, quand on parle à la fois de prévention ou quand on parle de situations concrètes, il faut pouvoir avoir ces informations-là, et là, il faut mobiliser un réseau. Donc, ce qu'on propose dans les fiches, c'est de mettre effectivement les gens autour de la table avec ces autorités-là, mais ensuite de pouvoir repérer sur le territoire des têtes de réseau et des relais qui vont permettre d'apporter à la fois de l'expertise, de l'information, de la méthodologie, pour pouvoir déployer ce qu'on a vu sur un des territoires, en fait, un schéma départemental de lutte contre les maltraitances, qui serait un modèle pertinent à déployer dans les différents départements et dans les différents territoires. Cependant, pour pouvoir déployer un schéma, il faut des ressources, puisqu'il faut pouvoir produire des conventions, se faire rencontrer les gens, etc. Et là, on se rend bien compte que, suivant les particularités de chacun des territoires, ces ressources ne sont pas forcément disponibles. Une question pour vous, Alice, sur la création d'un comité national qui a été... en ce début d'année, annoncé par la ministre, Mme Parmentier-Lecocq. Est-ce qu'elle est au courant du projet TACT et de cette commission? Oui, la ministre et son cabinet sont parfaitement au courant du projet TACT et de ses ramifications. Ils sont d'ailleurs très attentifs. Ils savaient qu'il y avait aujourd'hui cette restitution. Le projet TACT figurait parmi les éléments qui ont été cités lors du comité de suivi installé par la ministre, le comité de suivi de cette stratégie. Là où c'est intéressant votre question, c'est que finalement ce comité de suivi n'a pas eu du tout de publicité. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui a été présenté. On se doute que les éléments de rapport ou d'outillage ont été partagés, mais les citoyens n'ont absolument pas accès à ce qui s'est élaboré ou décidé dans ce comité. D'où le rôle de la Commission nationale lutte contre la maltraitance, promotion de la bientraitance, qui est bien cet espace de suivi de la politique publique qui, lui, a vocation à veiller à ce que oui, les ministres soient au courant, oui, les ministres animent leurs espaces de politique publique, mais on puisse, au titre de citoyens, contributeurs, parties prenantes, avoir connaissance de comment tout ça va se déployer dans le temps. Je crois que ces démarches participatives ont suscité énormément d'attentes. Et au premier chef, moi, ça a été dit, mais je le salue, dans les autorités publiques elles-mêmes, qui ont besoin, en fait, que la priorisation qu'elles ressentent pour ces situations soit partagée au plan politique. Or, Guillaume vient de le citer, il y a un sujet de ressources. Le sujet de ressources, il n'y a pas de magie. Nous sommes dans une période politique très difficile. Donc, les ressources seront données sur cette politique s'il y a une commission nationale maltraitance-bientraitance forte, avec des candidatures enthousiastes, et si également
la population, les parties prenantes des territoires disent « ça ne peut pas passer à l'as ». Ensuite, nous avons 2 questions autour des questions de détection des signaux faibles et de la prévention. Donc, une première question sur le périmètre finalement de la recherche-action et de savoir si, au-delà donc de la problématique des alertes de maltraitance, qu'est-ce qu'il en est donc des signaux faibles lorsque lorsque une situation d'une personne est très dégradée, sans que ce soit forcément de la maltraitance avérée. Est-ce que ce sont des situations que vous avez pu aussi analyser et traiter dans le cadre de la recherche-action TACT ? On peut peut-être parler des signaux faibles. Effectivement, plusieurs territoires nous ont parlé de ces signaux faibles-là. Alors, généralement, c'était plutôt les professionnels en conseils départementaux qui étaient alertés sur des situations. Donc là, on parlait d'ailleurs d'alerte et pas de signalement stricto sensu. Donc, ce qu'ils nous racontaient, c'est une forme de veille sur les situations, donc d'évaluation à partir de grilles, de critères ou pas, mais en tout cas une attention sur des facteurs de dégradation qui pourraient, eux, mener à un signalement stricto sensu. Là, effectivement, on n'aborde pas la question des signaux faibles comme cela dans l'outil. Cependant, la fiche que j'ai un peu plus présentée de manière approfondie, la numéro 7, traite de ces critères-là. Et dans l'exercice pratique, il y a bien des situations qui sont un peu de l'entre-deux, ou en tout cas, elles invitent les acteurs à s'interroger sur quels seraient les facteurs de passage à l'action, de gravité perçue, etc. Donc je dirais que là, on ne fournit pas de réponse toute faite. Par contre, on invite les acteurs à se poser la question de ces signaux faibles et de l'organisation de l'action en fonction des situations. Et effectivement, une des choses qu'on a pu remarquer, c'est que suivant sa profession, suivant son expérience professionnelle, on n'a pas la même perception de la gravité ou de la criticité d'une maltraitance. Si on a 15 ans d'expérience dans une brigade des mœurs, on est confronté à un type de violence qui n'est pas exactement le même que dans d'autres secteurs d'activité. Et que quand ces acteurs de la justice, de la police, des agences régionales de santé, des professionnels de santé travaillent ensemble, il faut qu'ils se mettent d'accord sur des critères d'urgence, de criticité, et surtout qu'ils en discutent. Donc cette fiche-là, elle a pour but de pouvoir discuter de ces critères, et elle donne aussi tout un certain nombre d'exemples de ce qu'on a pu récupérer comme documents concrets de terrain, où sur certains territoires, on nous dit on prend un temps pour pouvoir discuter des situations. Sur d'autres, on s'est mis un certain nombre de critères ou de dimensions à discuter. Sur d'autres, on a plutôt des cotations. Nous, notre idée, c'était pas le but de la recherche, n'était pas de produire un outil d'évaluation des signaux faibles, mais de rendre compte qu'il y a une diversité d'outils dont, à chaque fois, les acteurs nous disent qu'ils sont efficaces s'ils sont discutés ensemble. Donc c'est une des choses qui est la plus importante. Après, on pourrait poursuivre la recherche à trouver effectivement des éléments de comparaison, de cotation ou de mise en discussion de ces signaux faibles. Dans la continuité de la question précédente sur l'identification de réponses ou de solutions préventives, est-ce que vous avez pu identifier des dispositifs de réponse préventive sur les territoires et en particulier sur la question de la mise à l'abri en urgence des personnes maltraitées et en danger ? Alors, dispositif de mise à l'abri, je pense que c'est au niveau des associations d'aide aux victimes qu'on a pu nous les évoquer. Donc, des réseaux qui n'existent pas spécifiquement sur les maltraitances envers les adultes en situation de vulnérabilité comme catégorie, mais un réseau de professionnels, de bénévoles qui savent faire face à des situations d'urgence. Donc il me semble des choses qui sont liées à des initiatives de territoire qu'on ne retrouve pas de partout. Là aussi, ça mériterait tout à fait d'encourager les professionnels à formaliser un annuaire, à le mettre à jour sur ces ressources-là existantes au niveau des territoires et qu'elles soient bien identifiées.
Et puis sur cette question-là, il y a aussi un travail, à mon avis, sociétal. Si on compare à d'autres champs, par exemple le champ de l'enfance, où la protection est une obligation et systématique, ou si on compare aux violences conjugales, où là aussi des politiques publiques ont permis de transformer les esprits et de mettre en place des dispositifs de mise à l'abri, on ne l'a pas encore sur les maltraitances sur les adultes vulnérables. Et ces maltraitances sur les adultes vulnérables, elles posent aussi tout un certain nombre de questions éthiques ou de conflits de loyauté, puisque bien souvent, ce que nous ont dit les acteurs, c'est que les victimes elles-mêmes ne veulent pas, par exemple, si elles cohabitent avec leur agresseur, qui est de leur famille, qui est leur enfant ou leur fille, dénoncer l'agresseur. Et donc, là aussi se pose cette question de comment on accompagne ces situations qui sont complexes, où il y a une situation de maltraitance avérée, et en même temps, il y a une non-volonté pour la victime d'avoir ou en tout cas une proposition trop brutale pour elle. Donc il y a, à mon avis, effectivement, des tas de choses à inventer, ou en tout cas à les répertorier sur les différents territoires sur cette question. Oui, j'ajouterais que sur le champ de l'innovation médico-sociale, dont on sait qu'elle tient à cœur à la CNSA, nous avons vu énormément de choses ces dernières années sur l'habitat partagé ou sur d'autres formes de transformation de l'offre. Nous n'avons pas vu émerger des appels à projets sur les territoires pour cet abri pour les personnes en situation de violence intrafamiliale. Vraiment, les acteurs parties prenantes de cette politique publique des maltraitances constatent que les solutions qui permettent la mise en sécurité de femmes, d'hommes, de personnes avec des difficultés plus que d'autres encore à déménager, changer de territoire, trouver de nouvelles ressources, toutes les barrières administratives que l'on connaît quand on veut simplement déménager, quand on veut simplement aller en vacances, quand on est une personne en situation de handicap, eh bien toutes ces barrières qui commencent heureusement à être évoquées et levées dans le champ de la citoyenneté attendue pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées manquent encore. Autrement dit, les situations les plus graves sont laissées telles quelles avec des juxtapositions de victimes et d'agresseurs qui ne seraient absolument pas permises si ce n'étaient pas des personnes âgées ou en situation de handicap ou de vulnérabilité sociale. Merci beaucoup Alice Casagrande, merci beaucoup Estelle Aragona et Guillaume Jobert pour votre présentation et discussion. Merci à vous à distance pour votre présence et pour vos questions. Et je remercie également toutes les personnes que vous n'avez pas vues à l'écran, mais sans qui ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci à Pearl Moret pour la gestion du fil de discussion. Merci à Marie-Catherine Permal pour son soutien logistique. Merci à Grégory Pogam du service communication de la CNSA. Et merci à Antoine Wolf du studio de Lucans qui nous accueille aujourd'hui. Le replay de ce webinaire sera très bientôt en ligne sur le YouTube de la chaîne du service public de l'autonomie. Et nous vous retrouvons donc le jeudi 2 octobre pour les 8e rencontres recherche et innovation de la CNSA consacrées à la transformation de l'offre. À bientôt!